Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, déjà, bonjour. Moi, c'est Rianne. J'ai 29 ans et je suis maman de jumeaux de 7 mois, de jumixtes exactement, donc un garçon et une fille. Ok. Willow, la fille, et Swan, le petit garçon. Et je suis en couple avec Sarah, donc une femme, voilà, depuis bientôt 6 ans. Et donc, voilà, on a décidé d'avoir une famille et donc voilà, on a Ok. réussi à avoir notre petite famille. Ouais, c'est déjà un beau, belle preuve d'amour, ça. Je connaissais pas du tout l'expression jumix, je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour différencier jumeaux, jumelles, jumixes. Du coup. Ok, je trouve ça trop mignon. Ok, alors, première question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose voilà, qui t'interrogeait, qui te faisait peur, qui te donnait envie? Je sais pas. Alors, pour être honnête, moi, j'ai pas mal d'amis qui ont eu des enfants, du coup, bien plus jeunes que nous, ce qui est, enfin, nous, on est déjà jeunes, je trouve, mais vraiment plus jeunes. Et quand elle nous annonçait être enceinte, ma hantise un peu, c'était l'accouchement. Je me disais, oh là là, j'ai trop peur. Enfin, voilà, c'était un peu ma phobie. Ouais, ça te faisait Et peur. bizarrement, dès que je suis tombée enceinte, bah, plus trop, en fait. Dès que je suis tombée enceinte, j'avais plus cette peur-là d'accoucher. J'y pensais même plus, en fait. Je pensais plus au jour de la rencontre avec mes enfants que de l'accouchement. Ok. Ouais, c'est un peu le switch qui se fait souvent. C'est quoi, tu as tellement envie de rencontrer bah, du coup, plus pour toi les bébés que du coup, au final, c'est pas grave parce que ça s'est passé avant. Oui, Ok, alors si on revient un petit peu en ouais, c'est arrière, ça. du coup, vu que tu n'es pas un couple hétéro et c'est pas de souci du tout, mais du coup, je suppose que le processus pour tomber enceinte était un peu plus compliqué. Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que c'était dur à gérer ou ça allait? Alors, nous, faut savoir que déjà, il y avait une question juridique derrière tout ça. Enfin, quand moi, j'ai demandé du coup, la main de ma femme en 2021, en fait, il fallait à l'époque, être marié pour pouvoir après faire un dossier. Enfin, c'était un peu compliqué à l'époque d'avoir des enfants. Donc, on s'était dit, dans tous les cas, on se mariera avant pour que ce soit plus simple. Et en fait, j'ai demandé ma femme en août 21 et quelques semaines après, il y a la loi de la PMA pour toutes qui est rentrée en vigueur et du coup qui a fait en sorte que en fait on n'avait plus besoin d'être marié pour pouvoir prétendre à être maman au même titre toutes les deux. Donc Ok, bon, on s'est quand même mariés. Et donc l'année d'après, donc un an après, on s'est mariés. Et ce qui s'est passé, c'est que à la base, on voulait avoir des enfants peut-être un an et demi après le mariage, commencer à y réfléchir. Sauf que un mois après le mariage, j'ai dû aller aux urgences parce que j'étais trop mal, j'avais trop mal au ventre. Et en fait, il s'est avéré qu'en quelques mois, j'ai découvert que j'avais de l'endométriose. d'accord. Et du coup, j'ai été un peu prise de panique dans le sens où, en fait, j'avais pas d'enfant, je savais pas si j'allais pouvoir tomber enceinte. Donc, du coup, en plus, on m'a annoncé qu'il fallait que je me fasse opérer d'un kyste qui était trop gros. Sinon, enfin, voilà, c'était un peu, voilà, pas dangereux, mais voilà, il était un peu trop gros. Il appuyait sur mon ovaire. Donc, on voyait pas bien si j'étais bien fertile du côté de l'ovaire qui était touché. Enfin, du coup, vraiment, je suis tombée dans une période où pendant un mois et demi, je faisais que pleurer, j'étais vraiment pas bien. Euh, je pense que si je l'avais appris après être tombée enceinte, j'aurais pas réagi du tout de la même manière. Mais pour Ouais. moi, il y avait ce facteur infertilité peut-être.
et qui me faisait extrêmement peur parce que je voulais être maman déjà depuis des années et du coup, voilà, ça me faisait peur. Donc, du coup, ça a un peu accéléré les choses avec ma femme. En janvier 2023, je me suis fait opérer. Et suite à ça, en fait, le professeur qui me suivait, mais il nous a donné le feu vert pour commencer la PMA. Et à la base, on s'était dit qu'on ferait peut-être ça en France. Mais au final, en France, c'était trop long. On a Ouais. appelé et ils nous ont donné un rendez-vous un an après. Moi, il fallait que ça soit maintenant, en fait, enfin, que je sache, en fait, fallait pas que je sois pendant un an dans le tout. Donc, en fait, on Ouais. s'est renseigné sur des cliniques en Espagne. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. J'ai suivi beaucoup de mamans sur les réseaux qui m'ont beaucoup aidé parce que je leur envoie des messages ou parce qu'elles ont fait directement des parcours. Et en fait, on a atterri dans une clinique en Espagne, à la frontière, qui est super bien. Et du coup, on a commencé à faire un premier essai en insémination qui n'a pas marché. Il faut savoir que D'accord. avec l'endométriose, les doses d'hormones qu'on me mettait, ça inflammait mon endométriose et donc ça me faisait encore plus mal. Mais c'était un peu le prix à payer pour être maman, Ok. quoi. Enfin, moi, je me disais ça comme Ouais, puis c'était pas grave. ça. Voilà. Donc, on a fait une première insémination qui n'a pas fonctionné. Donc ça, c'était en mars 2023, du coup. En avril 2023, on a recommencé une deuxième assimilation avec, là, pour le coup, ils nous ont dit, voilà, vous avez deux ovocytes qui sont en gros, qui sont en phase de sortir. Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'en gros, on prend le risque de faire des jumeaux? Donc, on a dit non, non, on y va. Voilà. Ouais. Enfin, on s'était dit, bon, la nature décidera, entre guillemets. On a fait cette deuxième insémination qui n'a pas fonctionné. Et donc, arrivé à la troisième insémination, on va pour faire la dernière échographie, donc qui nous donne en fait le feu vert pour aller en Espagne. Et là, la dernière échographie, on nous dit, bah non, vous n'irez pas en Espagne. En gros, vous avez déjà ovulé. Next. Et en fait, pour moi, ça a été le troisième échec de trop. Là, Ok. j'étais pas bien. Je me suis dit, de toute façon, ça ne marchera jamais en insémination. Bref, j'étais partie dans un truc où voilà, toute la journée, j'ai pleuré. Ma femme est restée à la maison alors qu'elle devait aller au travail. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai dit à ma femme, écoute, moi, je sais pas pourquoi, au plus profond de moi, je ne sens que ça marchera pas en insémination. Je préfère qu'on parte directement en FIV. Euh, et parce qu'il y avait aussi un truc de la FIV, bah, on injecte les hormones, on récupère les ovules, et puis après, entre guillemets, il y a quand même beaucoup moins d'hormones après sur le long terme. Enfin, on injecte une bonne dose tout de suite. Et après, pour les Oui. implantations d'embryons, bah, c'est que des hormones, mais c'était pas celle qui me faisait vraiment mal, en fait. Donc ma femme était totalement d'accord avec moi. On a appelé la clinique, on en a beaucoup parlé. Et du coup, le 14 juillet, on est parti en Espagne pour faire la ponction. Donc en fait, pendant un mois, ils nous injectent beaucoup plus d'hormones du coup. Et on a un suivi très régulier. En plus de ça, comme j'avais de l'endométriose, donc j'étais beaucoup, beaucoup plus suivie. Et donc, arrivé le 14 juillet, on part en Espagne, on fait une ponction, il récupère 40 ovocytes, ce qui est juste énorme en fait. Enfin, Ah ouais. voilà, on était mais what avec ma femme. Enfin bref, nos mamans, elles étaient voilà, oh mais c'est génial et tout. Sur les 40, ils en ont fécondé 20 et sur les 20, il en est resté 16 au final qui ont été congelés. Donc Ok, donc c'est quand même pas mal. ah ben, ce qui fait beaucoup trop d'enfants par rapport à ce que nous on voulait, mais du coup, sur le coup, on s'est Ouais. dit, on a beaucoup de choses et on va pouvoir faire beaucoup d'essais si besoin et ça m'a rassurée. Ok. Donc, du coup, en août, après, il y a un autre protocole qui se met en place pour préparer justement l'endomètre à accueillir cet embryon. Et donc, du coup, pareil, hein, il y a un suivi derrière en France et en Espagne. Et donc, du coup, là, se pose la question de savoir si on met un ou deux embryons. Et donc, moi, en fait, de mon côté de ma famille, il y a des jumeaux. Et je sais pas pourquoi j'ai Ok. toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Et j'ai dit à ma femme, bah, écoute, enfin, ça reste quand même un parcours long. Ouais. Long dans le sens où psychologiquement, des fois, ça peut être que 3 mois, mais on parle PMA, on vit PMA, on bouffe PMA. Enfin, vraiment, on vit au rythme de ça. Parce on a des prises de sang tous les 2 jours à un moment donné, des échographies tous les 2 jours. Enfin,
on attend le test. Enfin, du coup, c'était intense. Et j'ai dit à ma femme, bah, écoute, moi, j'ai envie de faire d'une pierre deux coups. On part en Espagne, on en plante deux. Comme ça, au moins, on a plus de chance, entre guillemets. Et au début, elle était pas chaude. Elle m'a dit non et tout, c'est du boulot, machin, si ça marche. Et moi, je l'ai rassurée, Ok. rassurée, rassurée. Je lui ai dit, voilà, on est deux, ça va bien se passer. Nos mamans, elles nous suivaient à 100% aussi, elles nous ont beaucoup aidé à réfléchir à tout ça. Donc, mais pareil, tout le monde était, ah, si vous en faites deux, c'est, enfin voilà, c'est de l'organisation, ça peut marcher. Et au final, on a pris la décision d'en mettre deux. D'une, parce que bah voilà, ça reste un coût en fait, parce qu'en fait, la FIV, on Oui. paye la FIV, mais après, à chaque transfert, on paye un transfert. Donc, au final, mis bout à bout, ça fait quand même élevé. Et donc, on Oui, a oui, c'est décidé d'en ça. mettre deux. Donc, en août, mi-août, enfin, ouais, mi-août, on Ouais. est parti, le 17 août, on est parti en Espagne avec ma belle-maman. Et on en a fait implanter deux. Et en fait, ce jour-là, c'est ce que j'ai dit à ma femme et à ma belle-mère. J'ai pas l'impression d'être allée en Espagne pour faire ce qu'on a fait d'habitude, en fait. J'ai l'impression d'y être allée et on a visité la ville et c'était un week-end vraiment vacances un peu. Mais j'avais pas cette impression-là d'avoir fait une implantation, en fait. Et donc, c'était super cool. C'était une petite Ouais. escapade. Et donc, on est rentré et après, bah, on doit attendre 15 jours. Donc là, l'attente est plus ou moins longue, mais j'avais fait en sorte ben, de voir des amis, de faire des trucs. On avait mis plein de trucs en place pour que ça se passe vite. Et au final, je m'étais renseignée. Je pouvais faire le test un petit peu plus tôt. Moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, donc je me suis dit voilà. Et donc voilà, pour le parcours PMA, après, ça a été, du coup, on a commencé en mars et ça s'est concrétisé du coup sur la première FIV, du coup sur le premier transfert. Et le 27 août, en fait, je me suis levée à 6 heures du matin. Je ressentais un peu comme des règles, mais pas vraiment comme des règles. Enfin, c'était pas des règles intenses, mais ça me triturait un petit peu le ventre. Et du coup, bah, j'ai D'accord. fait le test. Et du coup, bah, il s'est révélé positif. Donc, l'un dans l'autre, ça n'a pas été très long. Donc là, explosion de joie. Mais ah bah là en fait quand j'ai fait le test, je me suis mis dans la salle de bain, ma femme dormait, il était ouais 6h30 du matin. Je me suis dit il faut que je le fasse toute seule parce que je veux pas qu'elle voie ma déception tout de suite si jamais je suis déçue. À l'inverse, je veux lui faire Ouais. la surprise si c'est positif. Et du coup en fait, je me suis filmée pour le garder le garder parce que j'adore faire des photos et des vidéos. Et en fait, ma réaction elle est juste genre je suis choquée en fait. Je suis choquée, je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais pas, mais en même temps, je m'y attendais. Et du coup, après, j'ai attendu que ma femme, elle se réveille. Donc, fatalité, cette journée-là, elle s'est réveillée super tard, comme par hasard. Donc, moi, j'ai attendu sur le Oui, canapé. forcément. Oui, forcément. Elle s'est réveillée super tard. Elle a même fait un premier réveil à 9 heures pour aller aux toilettes. Elle est venue voir. Je lui ai dit, non, mais je suis réveillée. Elle allait se recoucher. Je me suis dit, mais non, faut que je reste réveillée. Enfin, donc, j'avais mis le test dans sa tasse de café et j'avais mis un. Enfin, elle s'est levée, elle a pas vu du tout. Et au moment où elle a appuyé sur la tasse de café, en fait, je me suis dit là, il faut que j'intervienne parce que sinon, le café va couler dedans. Et Elle va noyer le ouais, là, test, c'est là. ça. Et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait le café. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais c'est pas vrai. Et j'ai dit si. Alors, du coup, là-bas, là, ça a été vraiment l'explosion de joie. On a pleuré tous les deux. C'était incroyable. Et en plus, le petit truc en plus, c'est que on l'a fait, le test, c'était le 27 août 2023, du coup. Et le 27 août 2021, je lui ai demandé sa main. Et en fait, du coup, ce jour-là, il est encore plus intense parce que, voilà, l'anniversaire des fiançailles, enfin, vraiment, c'était beau. Et donc, bah, après, en fait, moi, j'ai dit à ma femme, maintenant que je le sais, je peux pas ne pas le dire à mes parents, enfin, je peux pas ne pas le dire à mes parents, à ma belle-mère, enfin, je veux dire, elles ont été dans le truc avec nous. Et donc, du coup, en plus, ce jour-là, ma meilleure amie rentrait du Canada elle était là-bas depuis 1 an. Enfin, je veux dire, moi, je me voyais mal pas le dire. J'étais trop contente. Et les gens ne savaient pas qu'on était en parcours PMA. Donc, on l'a caché à tout le monde à part à nos mamans. Et donc, quand mes amis, enfin, mes meilleurs amis, mon meilleur et mes meilleurs amis, excuse-moi, ils sont rentrés du Canada, on leur a offert une petite boîte. Ok. Et là, la meilleure amie, elle s'est effondrée. Elle a dit, mais comment ça? Ils étaient tous choqués, en fait, que
qu'on ait fait ça en fait dans leur dos entre guillemets. Même parfois devant eux, enfin, on faisait des piqûres d'hormones devant eux et ils captaient rien. Enfin, c'était très très drôle et ils étaient juste ravis. Et alors les grands-parents, ma petite sœur, enfin, ils ont tous pleuré Ouais. parce que mes parents c'est leurs premiers petits enfants. Du coup, ma belle-mère c'est ses deuxième et troisième petits enfants, mais c'est- c'était ouf les premiers jumeaux et puis c'est toujours une bénédiction des enfants. Donc vraiment, ce dimanche, on a passé un dimanche Ouais. juste sur le petit nuage. Et enfin, même nous, moi, je pense qu'on se rendait pas compte, en vrai. Quand tu fais le test, tu te rends pas compte. Oui, oui, c'est ça. Et est-ce que ces tests étaient très colorés pour la date, enfin pour 10 jours après l'implantation, ou est-ce que ça n'a pas eu de petits signes? Alors, en fait, quand on fait un transfert ou une insémination, après, on met des ovules de progestérone qui peuvent donner des petits maux de ventre, des choses, en fait, qui peuvent te donner des faux Ok, signes. Je m'étais dit, fais-toi pas trop de signes, enfin, fais-toi pas trop de, euh, ouais, l'idée, ouais. d'idées par rapport à ça, parce que ça peut être les hormones, machin et tout. Mais dans ma tête, je me disais, ouais, mais là, c'est pas comme d'habitude. J'avais déjà vécu 2 fois un après insémination. Donc, je savais aussi ce que mon corps faisait. Mais du coup, je m'étais dit, fais-toi pas de faux espoirs. Mais en même temps, d'un autre côté, il y avait de l'espoir. Ouais, Mm. ok. Et donc, du coup, ta grossesse se passe, enfin, ton début de grossesse se passe plutôt bien. Quand est-ce que tu apprends qu'il n'y a pas un bébé, mais deux bébés? Alors, du coup, bah, la semaine d'après, je fais les tests sanguins. Et déjà, je vois que mes taux, ils sont très élevés et qui quadruplent en 2 jours. Mais on Ouais, m'avait dit, faut pas se fier à ça, c'est pas fiable à 100%. Enfin, c'est même pas fiable du tout, en fait. Une femme en ayant qu'un peut avoir des taux pareils. Mais moi, je savais quand même qu'il y avait 2 embryons, mais bon. Et donc, en fait, donc nous, dès qu'on a eu les tests, on l'a annoncé plus ou moins à tous nos proches. On pouvait pas, voilà, le cacher. Et en fait, du coup, en 2023, donc en septembre 2023, on avait notre voyage de noces parce qu'on s'est mariés en septembre 2022. Et donc, en fait, ok. j'ai appelé la clinique en Espagne en lui demandant quand est-ce qu'il faut faire l'écho de datation. C'était surtout pas une écho de datation, mais c'était surtout pour savoir s'il y en avait deux, nous. Parce que l'écho de datation, nous, on savait exactement quand on l'avait fait, donc il n'y Oui. avait pas besoin de dater tout ça. Mais voilà, savoir s'il y en avait deux, qu'ils allaient bien, voilà. Et en fait, ils m'ont dit, il faut le faire à je sais plus combien de semaines. Et ça tombait sur la semaine où on partait en voyage de noces. Et on partait 2 semaines en plus de ça. Donc voilà. Donc on l'a fait la veille de Ok. partir. Donc c'était la limite, on pouvait le faire. Et donc on va chez la gynécologue qui était juste super. Donc elle pose la sonde et elle nous confirme direct. Elle nous dit, bah il y en a deux. Et là, je me mets à pleurer de soulagement en fait. Enfin, bah en fait, je m'étais mis en tête que j'en aurais deux. Moi, j'en ai mis deux, donc je m'étais mis en tête que j'en Ouais. aurais deux. Et donc là, soulagement, du coup, on va chez mes parents après, on leur annonce qu'il y en a deux, chez ma belle-mère. Enfin, tout le monde, enfin, après, ça y est, tout le monde était refait. Et bizarrement, contrairement peut-être à ma femme qui était un peu plus, pas anxieuse, mais un peu plus stressée par rapport à tout plein de choses, moi, j'étais plutôt sereine. Parce que je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais un ressenti bien avant que on commence la PMA. Je m'étais dit, je sais pas pourquoi, faut pas me demander, mais je m'étais dit, de toute façon, la PMA, elle va marcher quand on fera la FIV, on aura des jumeaux, ça sera un garçon et une fille. C'était un ressenti que j'avais avant même d'avoir commencé, je ne sais pas pourquoi. Et c'est ce qui s'est avéré, tant mieux. Et donc, du coup, on est parti à l'île Maurice. On a fait notre voyage de noces. Et là, j'ai commencé à avoir plein de nausées. Alors, c'était beaucoup de nausées et de vomissements. Et moi, j'aime pas vomir. C'était très, très dur pour moi de vomir. Ouais. Surtout qu'on était dans des magnifiques hôtels. Et en fait, le soir, bah, je mangeais pas énormément. Très agréable, quoi. Pas du tout. Pas du tout, mais en même temps, je me dis, je préférais être là-bas parce que bah du coup, je pouvais manger entre guillemets ce qui me faisait plaisir, alors que quand on est à la maison, des fois, on n'a pas. Voilà.
On n'a pas tout à disposition. Mais du coup, les 2 semaines, elles ont été un peu, voilà, le soir surtout, j'avais beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements par rapport à moi, ce que j'ai l'habitude de vomir. Ouais, Mais sinon, ça s'est super bien passé. On est rentré, on a refait une écho de contrôle. Dans ce principe-là, en fait, il y en a deux, donc il faut contrôler régulièrement. d'accord. Et donc, on est rentré et tout allait super bien, les cœurs battaient super bien. Déjà, les cœurs battaient, on les a entendus juste avant de partir, et quand on est rentré, on les a juste entendus un peu plus fort, mais tout allait bien. Ouais, donc tout se commençait plutôt bien là. Ouais, tout a bien commencé. Donc, bah, très vite, octobre est passé. Du coup, moi, premier anniversaire enceinte, enfin, j'ai pas vécu l'anniversaire de la même manière que mes Ouais. précédents anniversaires. Enfin, j'étais sur un petit nuage. Enfin, d'ailleurs, tout le monde était sur un petit nuage. Mais nous, c'est vrai que on me demandait qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire. Je disais rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Première fois de ma vie que je disais ça. Enfin, Ouais. c'était juste incroyable. Et puis après, on a fait une petite gender reveal avec notre famille restreinte. Voilà, on allait. Du coup, en fait, on a été. Faut savoir que voilà, pour les jumeaux, on est suivi. Enfin, moi, j'ai été suivie dès le 3e mois à l'hôpital Ok. parce que en fait, bah déjà, on a plus de chances d'accoucher plus tôt. Et du coup, bah, ils veulent être prêts, en fait, si jamais on doit accoucher tôt. Moi, j'étais suivie dans une maternité 2B, donc c'est juste en dessous du plus haut niveau de maternité qui existe, en fait, où il y a la réanéonate et tout ça. Donc, je pouvais prendre en charge mes enfants à partir de, je crois, 25 ou 26 semaines. Ouais. Et donc, du coup, voilà, on a été suivis à l'hôpital par une obstétricienne, enfin, une gynécologue obstétricienne très gentille. Et donc, en novembre, ils nous ont demandé si on voulait savoir les sexes. Et donc, ils nous les ont mis sur 2 enveloppes. On a fait notre petite gender reveal. Ouais. Nos mamans ont appris avant nous, celles qui ont mis les Ah, paillettes dans trop les chou. ballons, tout ça, tout ça. Tout s'est super bien passé. Ouais, ouais. Non, franchement, c'était trop bien. Et en fait, à chaque fois, nous, on est très famille, donc on essaye d'inclure nos familles et surtout nos mamans. Et du coup, suite à la gender reveal, ça y est, on s'est quand même plus projeté dans tout ce qui est les prénoms, tout ça, tout Ouais. ça. Nous on voyage quand même beaucoup. Et en fait, on avait, malgré le voyage de noces, on avait quand même envie de faire un dernier voyage à l'étranger, enfin à l'étranger, pas trop loin non plus. Donc, on est parti en décembre. On est parti à Londres avec ma belle-mère. Et en fait, on a eu des révélations sur les prénoms là-bas. Donc, c'était juste incroyable. Enfin, vraiment, ma grossesse en soi, c'est ce que j'ai dit. Si on me demande si j'ai eu une bonne grossesse ou si j'ai aimé être enceinte, je vais pas dire non parce que j'ai pas eu une grossesse catastrophique. Euh, voilà, tout s'est bien passé. Mais par contre, j'ai eu plein de désagréments. Donc, aimer être enceinte, bof. Par contre, j'ai aimé sentir mes enfants. Ok. Mais sinon, après, 3e trimestre, commence à avoir, bah, en fait, je suis passée des nausées, vomissements aux remontées acides et brûlures Ouais. d'estomac où je dormais assise. C'était pas agréable. J'avais gonflé. En tout, j'ai pris 27 kilos. Moi, c'est pas grand-chose par rapport au fait que je sois très grande. Et surtout, honnêtement, tout le monde me disait, mais c'est pas possible, t'attends pas des jumeaux. Le jour de mon accouchement, enfin, bah, le jour où je suis partie à l'hôpital, j'avais un ventre, ouais, peut-être bah, d'une femme enceinte de un bébé, mais on dirait pas enfin, on n'aurait pas dit que j'en avais deux, quoi. Ok. Donc voilà. Après, j'ai fait des travaux chez moi jusqu'au dernier moment. Enfin, j'étais vraiment active jusqu'au dernier moment. J'ai eu aucun problème, que ce soit pour les bébés ou pour moi. Il y a juste mon fils, il avait normalement, en fait, sur comment on appelle ça, le cordon ombilical, tu as, je crois, une artère et 2 veines ou 2 artères et une veine. Et en fait, mon fils avait que une artère et une veine, donc il était surveillé parce qu'il fallait qu'il grossisse et grandisse bien. Mais sinon, euh, on n'a jamais eu d'inquiétude quant à leur santé ou à la mienne. D'accord. Ok. Et du coup, pour l'accouchement, est-ce que tu avais des projets? Est-ce qu'on t'avait parlé de choses qui seraient possibles, pas possibles? Est-ce que on t'en était où à ton stade de grossesse, enfin, en fin de grossesse du moins?
Alors, à mon septième mois, je crois, ma gynécologue qui me suivait à l'hôpital m'a demandé effectivement si j'avais un projet de grossesse, elle voulait si je voulais qu'on l'établisse ensemble. Et j'avoue que j'avais établi un projet de grossesse, euh, mais je l'ai pas montré. Et en fait, je me suis dit, on verra bien comment ça se passe, parce que en fait, tout ce que je voulais, c'était que ça se passe le mieux pour moi et mes enfants et que on respecte mes choix sur le moment. Parce qu'en fait, D'accord. je me suis dit, là actuellement, je sais que je veux certaines choses. Par exemple, j'avais mis euh, que je voulais pas forcément accoucher en position gynécologique, peut-être plus sur le côté si c'était possible, ou que je voulais la péridurale. Mais dans tous les cas, je l'aurais eu la péridurale parce que ils partent du principe où quand il y en a deux, il faut mettre la péridurale parce que si jamais on doit aller en césarienne d'urgence, au moins la péridurale, elle est mise. Enfin, il y avait plein de trucs où en fait, finalement, la médecin me disait, c'était en accord avec ce que on voulait avec ma femme. Le seul truc qu'on voulait absolument, c'était que quand mes enfants sortent, ils aient du pot à pot, ils soient pas, s'ils l'ont pas avec moi, ils l'ont avec leur autre maman, du coup. Ok. Et au final, la gynéco, elle m'a tout de suite euh, rassurée en me disant, vous savez, ici, euh, on privilégie le lien mère-enfant, on évite au plus possible de séparer enfin, au moins possible, du coup, de séparer les enfants de leur maman. Mhm. Donc ouais. Et en fait, ça correspondait totalement à ce que je pensais. Donc, au final, je l'ai laissé sur mon ordinateur. Et quand je suis arrivée à la maternité, qu'on m'a demandé, j'ai dit au fur et à mesure ce que je voulais. D'accord. Ok. Et donc, ouais, donc t'avais pas trop d'appréhension au final sur cet accouchement qui approchait? Non, parce que en plus, donc déjà tous les mois, on va à l'hôpital faire des échographies, donc on les voit tous les mois qui fait du bien. Suite de ça, j'étais suivie par une sage-femme à domicile. Enfin, du coup, j'allais à son cabinet dans les premiers temps, euh, bah enfin très régulièrement. Et puis en plus, on a fait la préparation à l'accouchement avec elle, plus en parallèle à l'hôpital. Donc c'est franchement, on était hyper bien suivis, j'avais pas d'appréhension. Ensuite, j'ai commencé à avoir une conseillère en lactation parce que je voulais peut-être allaiter et je voulais être préparée au cas où. Donc, en fait, j'étais tellement suivie que j'avais pas de peur plus que ça et je me suis dit de toute façon, tout le monde passe par là. Oui. Voilà, il y a des dispositions médicales qui sont là exprès pour nous, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Enfin, malgré tout ce que j'entendais, les péridurales qui n'ont pas marché, la douleur et tout ça, ça me faisait plus peur en fait. Ok. Et donc, du coup, on te parlait pas de déclenchement ou de césarienne programmée, tout devait se faire naturellement. Alors, en fait, le premier rendez-vous qu'on a eu avec la gynécologue à l'hôpital, direct, elle nous a dit les jumeaux, nous, on déclenche à 38 semaines maximum. Parce que, en Ok. fait, après 38 semaines, ils ont moins de place, ils ont moins de liquide amniotique, c'est trop, il y a trop de risques, en fait, de les laisser plus longtemps. Donc, à 38 semaines, nous, on déclenche. Et après, la semaine de déclenchement, par rapport à tous les hôpitaux, c'est eux qui... En fait, chaque hôpital a son protocole, mais les jumeaux, ça va jamais à terme. D'accord. Ils déclenchent au maximum à un certain point, mais ils laissent rarement à terme parce que c'est trop de risques. Oui. Et donc, du coup, j'avais dit, bon, pas de souci. Elle nous a dit que si le bébé 1 qui allait sortir en premier était tête en bas, accouchement naturel, et que possiblement le deuxième, il pouvait se retourner, il pouvait se mettre en transverse et il pourrait aller chercher peut-être par les pieds. Donc, il m'avait préparé dès le premier rendez-vous à tout ça. D'accord. Ok, pas de souci. Bah, de toute façon, ils m'ont dit avec la péridurale, vous inquiétez pas, les manœuvres qu'on fait en général, c'est pas très douloureux. Voilà, ils m'avaient rassuré aussi. Donc, je me sentais très bien écoutée et très bien écoutée, comprise, rassurée. Enfin, voilà, j'avais aucune appréhension. Ok. Donc, super. Donc, ouais, donc t'es allé en toute confiance pour le grand moment, là. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, justement, eh ben, comment ce grand moment est arrivé? Et ben, en fait, du coup, moi, je savais que 38 semaines, ça correspondait au 20 avril, un samedi. D'accord. Sauf que, bah, du coup, moi, je fais tout le temps mes petits calculs.
Voilà, j'arrive le 20, enfin, je sais que c'est le 20 avril. Donc, euh, le dernier rendez-vous euh, qu'on avait, il était, je crois, le 3 ou 4 avril. Et c'est à ce moment-là que l'obstétricienne, elle nous dit, bah voilà, là, on est le dernier rendez-vous, votre col, il est fermé. Elle a quand même regardé pour la première fois, du coup, de l'accouchement, mon col, au cas où. Et Ouais. elle m'a dit, voilà, là, il est fermé. En plus, moi, je portais mon ventre très haut. Enfin, vraiment, je chantais qu'ils allaient pas sortir. Moi, depuis le début, je disais, ils vont être, enfin, on va être déclenchés parce que ils sont bien là où ils sont, en fait. Et donc, Ok. à ce rendez-vous, elle examine et elle nous dit, bah voilà, à 38 semaines, c'est le 20 avril. Le 20 avril, on fait pas de déclenchement le samedi parce qu'en fait, on garde pour les urgences et les déclenchements qui ont commencé le vendredi. Donc, on va tout analyser et si vos enfants ils sont dans une bonne courbe et tout, on fait ça le vendredi. Si il faut leur laisser un peu plus de temps, on déclenche le lundi pour leur laisser 3 jours de plus pour qu'ils grossissent un peu plus. Ok. Et en fait, moi, mes Oui. enfants, dans mon ventre, ils se développaient très très bien. Ils avaient l'impression d'être seuls. Ils grossissaient comme des enfants seuls. Enfin, donc Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Donc elle était pas du tout inquiète et elle m'a dit bon bah moi j'ai forcé pour que ce soit le vendredi. Voilà. J'aurais dit ouais le vendredi c'est peut-être mieux. Voilà. Et elle m'a dit allez on met le vendredi et du coup bah donc je dois appeler la maternité le matin, enfin la salle de naissance le matin et Ok. leur dire que bah, je suis la maman des jumeaux et que je dois me faire déclencher normalement aujourd'hui. Et en fait, eux, en fonction de leur place, ils me disaient à quelle heure je venais. Ok. Donc le matin, je me lève avant le réveil, forcément. Je dors super Légèrement bien, je me lève avant stressée. le réveil. Et ouais, la hâte de les rencontrer. Ok. Plus l'impatience en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tout était prêt, leur chambre prête, les valises prêtes. Enfin, même nous, on était prêtes. Allez, c'est bon, on y va. Donc, j'appelle le matin à 8 heures et on me dit, bah écoutez, vous pouvez venir dès maintenant. Ah bah moi, ni une ni deux, je suis sortie de mon lit, j'ai poussé ma femme, je lui ai dit, allez, on y va. Allez, dépêche-toi, mais dépêche-toi. Je la pressais. Ma maman qui m'appelle à 8h15, bon alors. Donc, tout le monde était sur le qui-vive. Donc, on avait annoncé à nos mamans, enfin, on avait dit à nos mamans de dire à personne quand était le déclenchement. Ok. Et nous, on avait dit à nos potes, enfin, à nos potes et à nos familles un peu plus lointaines, que le déclenchement se faisait le lundi. Parce D'accord. que les gens savaient que je devais me faire déclencher. Mais moi, je ne voulais pas donner la date. Et je m'étais dit, parce qu'on sait jamais, ça prend du temps. Oui. On sait jamais. Et finalement, j'avais bien fait. Heureusement. Donc après, donc on part à la maternité. Donc, col, on nous accueille, col fermé, 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 des contractions, mais pas de travail. Enfin, Oui, plus de fin de grossesse voilà, parce donc que tu en as deux on nous qui bougent dans dit, ton ventre, quoi. c'est ça, ça ne fait rien sur le col. Et donc, du coup, là, on me dit, bon, écoutez, vu que ils ont un rythme cardiaque qui va bien, vous allez bien, on va y aller tranquillement et on va vous mettre le gel. Et en fait, ils mettent le gel. Donc, c'est des hormones pour dilater un peu le col. Et on attend 6 heures. Au bout de 6 heures, on recontrôle. Si au bout de 6 heures, c'est pas, et ça marche pas, on remet un gel de 6 heures. Et au terme de ces deux gels-là, on voit ce qui se passe. Ok. Donc, on fait le premier gel. Donc il est 10 heures du matin, on fait le premier gel. Et là, on nous dit, ben, en gros, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller vous balader. OK. On va se balader, on marche, on marche, on marche, on mange, on marche. On arrive 16 heures et le col, rien. Et c'est rien passé. Donc là, déçu. Ouais. Mais on se dit, bon, on va recommencer ce deuxième gel et tout ira bien. Et là, il y a la gynécologue qui, d'ailleurs, nous a suivis à tout le suivi de grossesse à l'hôpital. Vient, donc ça nous a fait plaisir en plus de la voir parce que c'est rassurant de voir un visage qu'on a déjà vu. Mm. Et elle nous dit, écoutez, moi, je suis pas pour remettre un deuxième gel tout de suite. J'ai envie de laisser faire un peu les choses, voir comment ça se passe. On laisse passer la nuit et demain matin, on réexamine. Bon, bah, ok. On nous envoie dans un service de suivi de grossesse pathologique. Donc, on nous donne la chambre. Ma femme elle a son petit lit. Et puis bon, bah, on attend, quoi. Attends. Enfin, on attend. On passe un ballon.
ouais, c'est ça, il se passe rien. Et c'est là, en fait, ma frustration, elle a été là. C'est que pendant un temps, on n'a rien fait. Et j'étais frustrée, en fait, de rien faire et d'être à l'hôpital. Moi, j'habite à 5 minutes d'hôpital, j'aurais préféré rentrer chez moi, en Oui, fait. c'est ça, en fait, t'as pas Et vraiment été déclenché au final, t'aurais pu rester chez toi, quoi. voilà, c'est ça. Donc, du coup, ma femme, elle me regarde. On venait de manger un pauvre plateau de l'hôpital à deux. Elle me dit, ouais, bouge la voiture, tu veux qu'on aille se manger un petit McDo? On n'avait pas le droit de sortir de l'hôpital, de l'enceinte de l'hôpital. Mais bon, je me dis, c'est bon, mon col, il est fermé, il peut rien nous arriver, ok? Donc, on va se manger un petit McDo, on revient, on regarde. Enfin, on fait notre vie qu'on fait les soirs chez nous. On regarde une série et puis on s'endort. On se réveille le matin. Donc, il s'est rien passé. Nos mamans, elles nous appellent, c'est rien passé, voilà, rien du tout. Les sages-femmes, elles passent, et là, elles nous disent qu'en fait, la salle de naissance, elle est pleine, et Ah, que il va falloir patienter, parce ok. que, bah, parce qu'ils peuvent pas me prendre, en fait. Et sinon, enfin, ils ont pas de place, en fait. J'étais déçue. Donc là, je me mets à pleurer. Mais pleurer en fait, il se passe rien. Ouais, de S'il se passait frustration, des en choses, fait. voilà, c'est c'est ça, c'est ça. J'étais frustrée. Donc, ma femme, derrière mon dos, elle contacte ma maman, ma sœur, elle leur dit que je suis pas bien, enfin, que je suis pas bien, que j'en ai marre, en fait. Ouais. Euh, et donc, ma mère, elle vient avec ma petite sœur vers peut-être 15 heures. Donc, entre-temps, voilà, on a marché, on a fait tout ce qu'ils nous ont dit, hein, le ballon, il n'y a rien qui est fait. Et donc, à 15 heures, ma mère, elle vient avec ma sœur pour nous divertir un petit peu, pour faire un peu changer la terre, tout ça. Et au bout de un quart d'heure, ça faisait même pas un quart d'heure qu'elles étaient arrivées, la salle de naissance s'appelle, bah, je suis attendue en salle de naissance, il faut qu'on y aille. Ah, Donc bon, ok. on y va. Voilà, bah, ma mère, elle était un peu déçue parce que du coup, elle est venue pour rien, mais bon, voilà, on va en salle de naissance. Là, ils contrôlent mon col et ils me disent, ah, c'est un peu ramolli, un peu raccourci, je sais même plus, je crois qu'ils m'ont dit, ah, on est à un doigt ou à deux doigts, je sais plus trop ce qu'ils m'ont dit, mais en tout cas, le col, il avait un peu bougé. Donc c'était, pour moi, c'était, ouh, c'était Ça trop y bien. est, quelque chose se déclenche. Et ouais, ça y est. Voilà, ça avait été enfin quelque chose bouge. Et donc du coup, ils me font quand même le monitoring. Euh, on attend 1 heure et au bout d'une heure, bah, la chef ouais, la chef de garde qui arrive et elle me dit, voilà, enfin, le col, il a bougé. Donc, on a plusieurs solutions. Et elle me propose des solutions en me disant, voilà, on a le tampon, on a ci, on a ça, et on a la perte d'ocytocine. Et moi, ce que je peux vous proposer, c'est de faire la perfusion d'ocytocine. Voilà, donc, c'est en intraveineux, hein, Ouais. et voilà, et en fait, Et donc, ça donne des contractions vers qui 18 heures, ils forcent viennent me poser le la col à perfusion s'ouvrir vu qu'il a bougé de d'ocytocine. toute façon. Voilà, et ça Et la déclenche en mettre fait très le léger travail au début vraiment. parce que Et j'avais là, pas on la était colonne vraiment sur un péridurale et on vrai attendait que déclenchement les pour moi. anesthésistes Ah aient un bah oui, là créneau pour le pour coup, tu venir me passes de donner pas la grand-chose à quand péridurale. même une perfusion d'ocytocine qui est quand même Donc, un truc assez violent, entre du guillemets. moment qu'on est passé en salle de Voilà, naissance, c'est ça. j'avais Ok. confectionné un Et gros donc carton pour ma femme avec là, plein de petits cadeaux à ouvrir toutes les 20 minutes pour là, que le le temps temps passe passe vite. vite. Donc, je me dis, bon, bah, Ok. que je savais qu'un déclenchement, ça peut Et là, être elle me long. dit par Et je contre, voulais absolument que notre temps on a enfin, deux voilà, ça passe assez possibilités. vite. Soit on fait le Et puis on déclenchement est tout très de comme suite, ça, elle et mais il y a moi, des on sort fortes pour chances un que vous cadeau. Et donc, du coup, accouchiez dans j'avais la nuit. confectionné une boîte. Et à ce Et je moment-là, on n'a lui ai pas de offert. chambre en Et du coup, le maternité, temps est mais passé super vite. entre le Vous moment où vous resterez me en posez salle la de perte naissance avec d'ocytocine, votre donc qui était à bébé, peu avec près votre vers femme, il n'y a minuit, pas de vers souci. On vous 18 heures, laissera là le et le temps moment qu'une où ils chambre m'ont soit posé la libérée en maternité péridurale, et que vous y lui, alliez. le temps, il est Soit passé on super vite. temporise un peu, Pourtant, c'est long on quand même, attend, 6 et heures. en fait, on fait le Ouais. Et déclenchement, on le commence plutôt donc, dans la à nuit, minuit, il me pose ou la plutôt au début péridurale. de matinée, vers 3-4 La heures du matin, sage-femme me histoire qu'il rompt y ait la une chambre poche qui des soit libérée. os, me fait un Alors moi, il était plus toucher, question de temporiser, en et puis fait, la parce à que deux. je suis là Voilà. depuis vendredi matin, il est samedi soir, enfin, il est samedi 16 heures, non, en fait, enfin, Ouais, sortir mes c'était bébés, parti rester là, avec eux fallait y dans la aller. salle de naissance. Ouais, voilà, fallait y aller. Donc, elle me dit, bah, pas de souci. Bah, écoutez, dès que la salle de naissance est finie, on vient vous chercher. Et donc, elle m'explique que rapidement, ils me mettront la péridurale, rapidement, ils me reprendront la poche des os, et que après, ben, ils augmenteront les doses plus rapidement dès que la péridurale sera mise, et que après, Ok. bah, on laissera faire le travail. Et voilà.
Donc, au bout d'une heure, on passe en salle de naissance. Donc là, ça y est, pour moi, c'est, allez, Ouais. on tient le bon. Voilà. Et dans la nuit, on voit le monitoring où il y a des contractions assez régulières, enfin, voilà, qui augmentent. Mais moi, je ressens absolument rien. D'accord. Donc, bon, ça allait. Le lendemain matin, enfin, toutes les 2 heures, j'avais des sages-femmes qui rentraient dans ma chambre, qui contrôlaient, qui me changeaient de position aussi parce qu'elles m'ont expliqué qu'en changeant de position, ça appuyait différemment sur le col, que ça, enfin voilà, ça pouvait favoriser. Oui. Donc toutes les 2 heures, on me changeait de position. Et donc le lendemain matin, moi j'étais très fatiguée, mais je ressentais pas spécialement les contractions. Mais c'est traître parce que ton corps il travaille, mais tu le ressens pas trop, mais t'es fatigué en fait quand même. Donc c'était quand même très, ouais, c'était super traître. Ma femme, elle avait dormi la nuit, enfin comme moi, sur un pauvre fauteuil, mais le matin, elle, ça y est, elle était pampée up, elle pouvait enchaîner sur la journée. Moi, il fallait que je dorme. Donc c'était un peu de salle de ambiance, mais bon. Et donc vers 10 heures, je crois, il y a une sage-femme qui est passée et mon col en fait de 18 heures le soir à 10 heures du matin, il était passé de 2 à 3. Ok. Donc déjà, moi, en me disant, bon, la valve d'ocytocine a été posée à 18 heures, il est 10 heures du matin, Mm. enfin, mon col, il s'est ouvert que d'1 centimètre. C'est pas bon signe. Moi, je commençais déjà à me dire, ça va partir en césarienne, mais personne me le disait. Donc, bon, j'ai gardé espoir. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ils ont mis une première perfusion d'ocytocine qui a fait son effet parce que mon corps il s'est mis en travail. Mais dès que la perte elle s'est arrêtée, mon corps il reprenait pas le relais. Ok. Donc en fait, ils en ont enchaîné une deuxième. Donc là, c'est pareil, mon corps retravaille. Mais dès qu'elle s'arrête, il travaillait pas en fait sans l'ocytocine, il travaillait pas. Oui, ça lançait pas le Donc train vers et au final, 10 heures, c'était que non, artificiel. c'était que artificiel. Et après, vers midi, quelque chose comme ça, la deuxième poche de Célestine se termine. Et là, ils disent que ils sont arrivés au bout de l'ocytocine. C'est-à-dire que dans leur protocole, c'est 2 perfusions d'ocytocine, pas plus. Donc, ils vont voir avec les médecins, ils vont faire une petite réunion, ils vont voir avec les médecins qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc, et en fait, ils me disent que, mine de rien, le travail fait quand même effet sur le col, mais c'est un peu plus lent, mais qu'ils ont déjà vu des femmes avec des contractions régulières En fait, j'avais des contractions régulières, mais toutes les 10 minutes. Et ils nous ont dit que ça pouvait le faire aussi avec des contractions toutes les 10 minutes, que ça arrivait, donc ils n'étaient pas inquiets. Et donc, ils font leur petite réunion, ils reviennent et ils nous disent, bon, les médecins ont dit que comme les bébés allaient bien et que vous aussi, on va remettre une troisième poche d'ocytocine pour continuer. On verra au bout de celle-ci. Donc, ils la mettent, je sais pas, je dirais j'ai plus la notion du temps, mais entre midi et 14 heures. Ok. Et là, c'était long. Enfin, c'était long. Là, j'étais fatiguée et je commençais à ressentir des fortes contractions dans le bas du dos. En fait, j'appuyais sur le truc de la péridurale. Je suis pas douillette. J'aime pas les médicaments, mais même ma femme, pour qu'elle me le mette, elle comprenait que là, ça commençait à avoir des grosses contractions qui me faisaient Ouais. mal, quoi. Donc, voilà. En plus, moi, j'avais pas mangé depuis samedi midi. Donc là, je commençais à être un peu, voilà, à bout de force aussi. Et donc, du coup, je crois que c'est en milieu d'après-midi, vers peut-être 15-16 heures, il y a une sage-femme qui est passée, qui a regardé mon col et qui m'a dit, vous êtes ouvert peut-être à 3, un petit 4. Ah ouais. Je pense qu'elle m'a fait plaisir en me disant 4. Ouais, pour ainsi dire, Et, ça et bouge là, pas, elle me quoi. dit, voilà, ça bouge pas. Et elle a commencé à évoquer la césarienne en me disant qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'il n'y avait rien de grave et que les bébés allaient très bien et que moi aussi. Donc, elle préférait me le dire au cas où. Ok, moi, il n'y a pas de souci. Je m'étais fait une raison en ayant des jumeaux de une chance sur deux de finir en césarienne. Donc, enfin, Ouais. pour moi, je m'étais dit ça. Donc,
Et en fait, ça s'est un peu accéléré. J'ai dormi et quand je me suis réveillée, j'ai eu un dernier contrôle. Et lors de ce contrôle, en fait, mon col, il était toujours à un petit 4. Et là, la sage-femme, elle m'a dit, faut que je vois avec les médecins parce que là, en gros, ça avance pas, donc faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, elle part et elle revient et elle me dit, bon, bah, ça sera une césarienne. Et là, je me mets à pleurer. Mais honnêtement, avec le recul, je sais même pas pourquoi j'ai pleuré parce que je m'y attendais. Oui, tu étais Je pense préparée, que c'était mais fatigue. La fatigue. J'étais crevée et en fait, je pense que c'était aussi une part de frustration parce ils étaient pas déjà là, mes enfants, et j'avais hâte et la oui. délivrance en fait. Peut-être c'était un mélange de plein de sentiments. Et en fait, elle m'a dit, il n'y a pas d'urgence, vos bébés vont bien, le médecin va venir vous voir. 3 secondes après, le médecin vient me voir. Il me dit, on va partir en césarienne, vous inquiétez pas, c'est un code vert, il n'y a pas d'urgence, ça me rassure. Et là, 10 minutes, même pas après, qu'il y ait la sage-femme qui soit venue la première nous voir, il y a un brancard qui arrive avec une équipe de, je sais pas, 5, 6 personnes. Je saurais même pas dire s'il y avait des médecins, s'il y avait des infirmiers. Je sais pas qui il y avait dans l'équipe qui arrive avec un brancard et qui me disent, allez, madame, on y va. En gros, on part en césarienne. Et là, je regarde ma femme et elle a vu dans mon regard que je comprenais pas, en fait, parce qu'on m'a dit que c'était pas une urgence. Mais on vient me chercher, en Oui, 5 minutes, ouais, je suis tout de partie, suite, quoi. quoi. Enfin, donc, euh, donc, mais ouais, en fait. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que il était 18h30, 19h et c'était leur relève. En fait, Oui. euh, ils étaient en train de changer d'équipe. Et en fait, je pense qu'ils se sont dit, jumeaux, le travail est long, on va peut-être partir à 2 équipes, comme ça au moins, on est nombreux, si jamais. Et je pense qu'ils ont fait ça pour leur confort, entre guillemets, pour les jumeaux. Et je préfère Oui. qu'ils aient fait ça pour mes enfants, honnêtement, hein. Voilà. Et donc, du coup, le seul truc, c'est que du coup, j'ai pas eu le temps de prévenir ma maman. Ma femme, elle était un peu, je l'ai vue, elle était surprise, les affaires. Et du coup, il faut tout réunir, les affaires. Ouais. En fait, heureusement que je lui avais tout expliqué avant, que j'avais fait un sachet avec les affaires de chaque bébé en lui disant, si jamais je suis séparée de toi, tu prends ces 2 sachets, tu donnes aux infirmières. Et enfin, j'étais très organisée, heureusement pour elle. Bichette. Du coup, elle a contacté nos mamans en direct. On part en césarienne, ne vous inquiétez pas, tout va bien, les enfants vont bien. Machin. Donc moi, à ce moment-là, j'arrive dans le bloc. Et donc, je suis pas une fanat des piqûres, tout ça. J'aime pas trop les blocs opératoires, même si j'ai l'habitude parce que j'ai fait des études d'infirmière, donc je connais le milieu médical. Mais c'est pas, voilà, il fait froid dans le bloc, c'est pas un endroit chaleureux. Ouais. Et donc, on m'étend les bras sur les côtés. Et là, je reconnais le visage de l'anesthésiste avec qui j'ai eu rendez-vous au 7e mois de grossesse. Donc déjà, visage familier, cool. Elle me parle dans l'oreille, sa voix, je l'aime bien. Elle me rassure, elle m'explique comment tout va se passer. La gynécologue vient, se présente. Voilà, voilà, on est toutes. Il y avait que des filles en plus, je crois, dans le blog. Trop cool. Et tout le monde vient vers moi, l'infirmière anesthésiste, vous inquiétez pas, je suis là, votre femme, elle va arriver, elle se prépare. Elle m'explique toute la procédure, comment ça va se passer, quand les enfants vont naître, on va vous les présenter au-dessus du champ opératoire. Et puis après, ils me l'emmèneront, ils font le tour de la table et me le présenteront. Et si je peux les garder un peu auprès de moi, enfin, ils le feront. Donc, moi, rassurée, vraiment, peau à peau, tout ça, lien mère-enfant, enfin, j'étais vraiment, ok, pas de souci, ils respectent tout ce qu'ils ont dit. Et donc, l'anesthésiste fait le test du glaçon pour voir si je suis bien anesthésiée. Écoute, ça a l'air d'aller, enfin, tout va bien. Ma femme rentre, visage connu, ça me rassure, elle me donne la main. Donc, mes mains étaient attachées, forcément, en fait, sur les côtés. Elle me donne la main, donc j'attrape sa main. Et donc là, l'anesthésiste, elle se lève. Tout le monde est autour de moi. Enfin, du coup, je vois plus, mais j'entends toutes les voix, en Oui. fait, enfin, tout le monde. Et elle dit, bah, c'est bon, vous pouvez commencer. Et donc là, elle se rassoit, donc elle me parle, elle m'explique tout ce qu'ils sont en train de faire. Et au moment du coup, de commencer, je tourne ma tête vers l'anesthésiste et je dis, c'est normal que ça me pique. Et là, je vois elle a un air interrogateur et qu'elle me dit, comment ça vous pique? Je dis, et là, je commence à avoir une petite douleur et je dis, là, ça me pique, là, ça me fait mal. Et là, elle se lève, elle demande à tout le monde d'arrêter. Et en fait, elle remet une dose d'anesthésiant.
En fait, elle me demande avant comment ça, je ressens tout. Et là, je lui explique que bah, j'ai senti, en fait, ça me fait mal. Et donc, elle remet une dose d'anesthésie. Et là, elle dit à l'équipe, vous pouvez recommencer. Et là, à partir de ce moment-là, c'est des brides de la césarienne que j'ai dans ma tête. Je me souviens absolument de pas grand-chose, mais je me souviens que j'ai ressenti une forte douleur. Que je disais à ma femme, qui était du coup à côté de moi, euh, que j'ai trop mal, que je me vois. En fait, j'avais l'impression d'être dans un bocal. J'entendais les voix très sourdes. Euh, voilà, je voyais pas grand-chose, c'était très flou. Et j'entendais comme si on parlait quand on était sous l'eau. Je sais pas Ok. si Oui, je c'était, vois. ouais, c'était très sourd. Et je disais à ma femme, je me vois au-dessus de mon corps, je vais mourir, ne me quitte pas. Des choses horribles pour elle parce que autant moi j'avais mal, mais enfin, je veux dire, il y avait aussi un peu d'anesthésiant, je pense, et voilà, mais autant elle entendait ça et puis elle s'est dit, ça devait être horrible pour elle. Et en fait, ils ont sorti ma fille, donc apparemment, enfin, je vois que j'ai j'ai une vision, donc je la vois à peu près sortir, mais je la vois pas très bien. Apparemment, ils me l'ont emmenée de mon côté, mais je ne me souviens absolument pas. Et en fait, au moment où ils ont sorti ma fille, l'anesthésiste à côté de moi, elle me parle d'anesthésie générale. Et à partir de ce moment-là, dans mon cerveau, c'est en une seconde, hein. Et je dis non, je ne veux pas d'anesthésie générale parce que j'avais entendu et vu, enfin, j'avais regardé beaucoup de reportages et qui disaient que si on était anesthésié généralement, les bébés, ça pouvait les mettre aussi dans le quand quand ils naissent, après, ils pouvaient être un peu, bah, avoir de l'anesthésiant et être pas au top top quand bah, ils sortent, en fait. Donc, en Ouais. fait, à partir de ce moment-là, je voulais juste qu'ils, d'abord, ils m'accouchent et après, ils font ce qu'ils veulent. Mais je voulais pas que mes enfants, ils soient endormis ou quoi que ce soit quand ils se réveillent. Enfin, quand ils sortent enfin, voilà, quand ils découvrent le monde, quoi. Et donc, elle insistait, mais madame, il faut que je vous endorme. Non, 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 moi, je voulais pas. Et donc, il me présente apparemment mon fils, que je capte absolument pas. Et là, il voulait m'anesthésier. Et en fait, j'avais qu'une peur, c'était de ne jamais me réveiller. En fait, quand elle m'a parlé d'anesthésie générale, je me suis dit, je vais m'endormir, je vais jamais me réveiller. Avec les douleurs et les peurs que j'avais juste au moment où j'étais en train d'accoucher, au moment où j'étais en train de me sortir mes enfants, je me suis dit, ils vont m'anesthésier, je vais jamais me réveiller. Ok. Voilà. Et je regardais et je disais à ma femme, je vais mourir, j'ai trop mal. Et je criais. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais bah, du coup, dès qu'ils ont commencé à infuser, je pense, j'ai attrapé le bras de ma femme et je voulais plus la lâcher. Sauf qu'en fait, eux, à ce moment-là, ils voulaient faire sortir ma femme Ok. bah, Oui, parce que ça du prenait bloc une opératoire. tournure. Voilà, ils voulaient pas que. Puis mes enfants, ça y est, ils étaient sortis en fait, donc fallait que ma femme, elle les suive. Oui. Et en fait, euh, je me rappelle que il y a quelqu'un qui dit il faut les séparer en parlant de ma femme et moi. Et en fait, moi, je tourne ma tête et je me vois avoir le bras de ma femme. Mais vraiment, je la serrais très, très fort. Je m'en rappelle. Oui, tu Enfin, l'as je la attrapé en regarde. fait. Ah non, mais voilà, et je voulais pas la lâcher. Et ma femme leur dit, laissez-moi faire. Je vais la rassurer et après, vous verrez, en gros, elle va me lâcher. Mais elle aussi, elle était stressée. Et elle me dit, bé, c'est bon, t'inquiète, j'ai confiance en eux, faut que tu aies confiance en eux aussi. Les bébés vont bien, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et à partir de ce moment-là, maman, elle se dessert tout doucement. Et je vois ma femme partir. Et là, en fait, l'anesthésiste, elle me dit, il faut vous endormir, madame. Et en fait, moi, je pleurais à chaudes larmes, mais vraiment, hein, je pleurais, je vais mourir, je vais mourir. J'avais peur bah, de mourir, clairement. J'avais Ouais. peur. Alors qu'en soi, je me suis juste endormie. Donc, et du coup, moi, je me souviens juste qu'ils m'ont mis le masque à oxygène et que en 3 bouffées, je me suis endormie en Oui. pleurant. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Et je me suis endormie. T'as le blackout en fait, tu sais, t'étais juste plus là, quoi. Voilà, bah, c'est ça en fait. Après, moi, je suis endormie et donc je sais pas ce qui s'est passé. Et quand après, je me réveille, je suis dans une salle de réveil. J'ai mal, j'ai extrêmement mal, j'ai la bouche pâteuse, enfin j'ai soif, j'ai très très soif. Et en fait, au moment où je me réveille, j'entends des médecins me dire vous inquiétez pas, on va vous faire un point de suture,
Ça va pas faire mal. Et là, je ressens la douleur, genre encore plus mal. En fait, ils étaient en train de me mettre euh, un petit tuyau dans mon artère fémorale pour ma tension. Et sur le coup, je capte pas, je me rendors et je me réveille et je vois ma femme qui est là à côté de moi. Du coup, parce que du moment que je me suis réveillée, ils sont allés l'appeler. Et je vois, elle est blanche, elle est blanche, mais elle a les yeux tout rouges. Et sur le coup, moi, je suis dans un état second, en fait. J'ai Et juste tu sais soif pas trop ce et qui j'ai se mal. Donc, passe. en boucle, non, en boucle, je dis à ma femme, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et il y a une femme, je sais pas si c'est une infirmière ou quoi, elle, euh, elle lui dit, bah, mettez-lui une compresse humidifiée dans la bouche. Donc, moi, j'essayais de boire la Ouais. compresse. Enfin, c'était un sketch, en fait. J'avais soif, moi. Et à ce moment-là, je pense même pas aux enfants. Enfin, je suis vraiment en premier. C'est moi, là, je suis pas bien. Et l'anesthésiste vient. Et là, je vois sur sa tête, elle était rassurée de me voir réveillée. Et je comprends qu'il s'est passé un truc, mais j'arrive pas à comprendre quoi, en fait. Ouais. Et là, elle m'explique, elle me dit, ben, madame, vous nous avez fait très peur quand même, hein. Moi, je captais pas. Et donc, elle m'explique que quand ils m'ont endormie, en fait, j'ai fait une hémorragie. Déjà, qu'elle ne comprend pas comment l'anesthésie n'a pas marché, que c'est un cas sur 1 million, que c'est très, 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 très rare que l'anesthésie ne fonctionne pas. Et surtout que le glaçon, tu l'avais pas senti, du coup. Voilà. Et du coup, elle m'explique, voilà, c'est très rare, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais les bébés vont bien. Par contre, vous, voilà, vous avez fait une hémorragie, mais pour l'instant, vous êtes stable, reposez-vous, tout va bien. Je repasserai vous voir à la maternité pour qu'on puisse en rediscuter parce que, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de la petite, avec tout ce qui s'est passé, voilà, on va pouvoir vous emmener vos bébés dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Donc là, je comprends qu'il s'est passé un truc grave, mais j'arrive pas à cerner les choses. La gynécologue, pareil, vient me voir, elle me réexplique un peu, Mais mais presque pareil, comme si c'était pas voilà, toi, en c'est ça. fait. Et surtout, j'arrivais pas à mesurer la gravité, en fait. Et du coup, Oui. la gynécologue vient aussi, me réexplique la même chose, mais je vois que elles disent pas tout, parce que de toute façon, c'est pas possible que je comprenne tout. À ce moment-là, je suis tellement déphasée. Mais la seule chose que ensuite je demande, voilà, c'est les bébés, comment ils vont, où ils sont, surtout, parce qu'en Oui. fait, moi, je suis partie d'un bloc opératoire, on était censé être en salle de naissance, et ma femme tout de suite, elle me rassure, t'inquiète pas, on a une chambre en maternité, ils vont bien, je vais te les amener, voilà, elle voulait aussi être rassurée elle-même avant d'emmener les enfants, donc elle part. Elle me dit je reviens, donc elle part. Je pense que aussi elle appelle nos mamans pour les rassurer parce que faut comprendre que moi pour moi j'ai que dormi, mais pour ma famille derrière et sa famille elle aussi, en fait il s'est passé un temps d'attente interminable où on savait pas si j'allais vivre ou mourir clairement. Donc ça je le savais pas, mais mais voilà je pense qu'elle a appelé nos mamans, les rassurer et elle me ramène les enfants. Et donc, j'ai des vagues souvenirs. Parce que honnêtement, j'étais encore sous anesthésie. Je pense qu'ils m'ont passé une bonne dose d'anesthésie, du coup. Et donc, je les rencontre, donc je les ai les deux sur moi. Je leur fais un petit bisou chacun. Je ne sais pas honnêtement combien de temps ça fait que je suis réveillée, combien de temps ça fait ils sont nés. Mais je leur fais un bisou. Je sais pas combien de temps j'ai passé avec eux. Et là, comme je suis réveillée, du coup, ils m'expliquent qu'ils vont passer en unité de soins intensifs. Parce que, bah, pour me surveiller toute la nuit. Et que donc, mes enfants vont retourner en maternité avec leur maman et que moi, je vais aller en soins intensifs pour être surveillée et pour être au cas où s'il m'arrive quelque chose, quoi. Et donc, pas de souci. Ma femme raccompagne les bébés. Elle revient. Entre-temps, il m'emmène du coup en soins intensifs. Donc, je suis dans une salle où il y a énormément. Déjà, je suis branchée de partout. En fait, je me rends compte quand j'arrive dans la chambre de soins intensifs que je suis branchée, mais de partout, partout. Des perfusions, des cathéters. Enfin, bon, j'avais une sonde urinaire, mais j'avais aussi un autre tuyau où il y avait du sang. Enfin, puis j'avais des douleurs juste atroces. J'avais trop mal. Donc un infirmier examine toutes mes poches qui sont rattachées à moi, vérifie tout, que tout aille bien.
Et il m'explique que bah voilà, je vais passer la nuit là et que demain matin, enfin le lendemain matin, donc le lundi matin, parce que j'ai accouché du coup le dimanche soir, que le lundi matin, on verra pour Oui. sortir. Et en fait, moi, je capte pas. Ma femme revient, elle me réexplique un peu plus en détail. Donc, quand elle est partie du bloc opératoire, en fait, elle, quand elle s'est levée, elle a vu du sang à ses pieds. Elle n'a pas compris ce qui s'était passé, elle a vu du sang à ses pieds. Elle est sortie, elle a été avec les bébés. Elle a fait, enfin voilà, elle a été prise en charge avec les petits. Mais que, en fait, ils lui ont pas tout de suite expliqué ce qui se passait parce que, bah, en fait, ils étaient dans le truc de me sauver la vie, entre Dans guillemets, quoi, voilà. l'urgence, ouais. Et elle a fait du pot à pot avec les enfants. Et en fait, enfin, les soignants venaient de temps en temps lui expliquer ce qui se passait. Et en fait, quand les bébés sont sortis, enfin, quand ils ont enlevé le placenta, j'ai fait une grosse hémorragie parce que mon utérus voulait plus se contracter et ils n'arrivaient pas à faire en sorte que bah, le sang s'arrête. Donc j'ai perdu environ 2,5 litres de sang, ce qui est quand même énorme parce que bah, en fait chez un être humain, on Beaucoup, ouais. a 5-6 litres de sang. Donc j'ai perdu quasiment la moitié et entre-temps ils m'ont transfusé, mais ça continue à saigner. Donc ils ont essayé 3 méthodes qui n'ont pas marché au départ. Donc ils n'arrêtaient pas de refermer, réouvrir. Et vraiment, ils n'y arrivaient pas, en fait. Et jusqu'à un moment où ils sont allés voir ma femme et ils m'ont dit, bah, en gros, là, il nous reste une dernière chose à essayer. C'est on lui enlève l'utérus. Et, enfin, en gros, il leur restait une dernière chose à essayer avant de m'enlever l'utérus bah, pour arrêter le saignement. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'utérus, c'est un organe qui est hyper vascularisé pendant la grossesse. C'est l'organe le plus vascularisé quand on est enceinte. Et donc, du coup, forcément, quand ça saigne, bah, ça saigne beaucoup, en fait. Donc voilà. Et il dit, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on lui enlève l'utérus si ça doit lui sauver la vie? Et ma femme, elle a dit, j'appelle sa maman, mais moi, je suis complètement d'accord. Et elle a appelé ma maman et ma mère, elle lui a dit, mais bien sûr que, enfin, en gros, y a pas photo entre, Évidemment, voilà. oui. Mais L'utérus ou la vie, bon, il y a pas trop à discuter. voilà. Ils sont revenus, je sais pas combien de temps après, lui dire, écoutez, là, on n'a pas enlevé l'utérus, on a réussi à juste en fait, euh, euh, ils ont en fait, comment on appelle ça, pas cauterisé, mais ils ont euh, fermé des vaisseaux sanguins qui arrivaient à l'utérus. Clampé? Voilà, en gros, ils ont suturé des vaisseaux sanguins qui arrivaient jusqu'à l'utérus, des vaisseaux sanguins, mais comme il y en a énormément, c'était pas grave en fait. Il fallait le faire. Et là, ça tenait. Donc que pour Oui. l'instant, j'étais stable. Donc après ça, ils m'ont gardé apparemment 2 heures au bloc opératoire, mais juste, euh, j'étais, je l'ai toute refermée, mais juste voir si j'allais bien. Au cas où ils doivent me rouvrir, je pense en urgence, que je sois directement là. Ah, J'étais encore endormie. Et donc, ma femme, elle était à côté, dans la salle d'à côté, avec mes bébés. Donc, elle devait gérer mes bébés, elle devait se gérer elle, mais aussi gérer ma belle-mère, ma mère, mes frères et sœurs. Enfin, en gros, ma famille, quoi. Enfin, je veux dire, bah, tous ceux qui étaient au courant, du coup, que bah, oui. j'étais entre la vie et la mort, quoi. Enfin, et donc, j'apprends, en fait, tout ça quand ma femme, elle revient, du coup, en soins intensifs. J'apprends tout ça, bah, du coup, des heures après. Et je capte pas le temps qui s'est passé encore. C'est flou pour moi. Et bon, au bout d'un moment, elle me dit quand même qu'elle va retourner voir les enfants, qu'elle va se reposer elle aussi, vu qu'elle est rassurée. Et là, je lui dis, donne-moi mon téléphone. Parce que je voulais avoir un lien avec elle et ma Oui. mère aussi. Et je voulais aussi voir des photos de mes enfants. Parce que je les Ah avais oui. pas vraiment vus, en fait. Et en fait, quand je prends mon téléphone, il est 3 heures du matin. Donc Je lundi regarde, matin. ouais, je sais même pas s'il est même pas 4 ou 5 heures du matin. Parce qu'en gros, j'ai accouché à 19h30. J'ai une photo de mes enfants en salle de réveil à 2 heures du matin. Donc ouais, Ok. c'est ça. Je crois qu'il est 4-5 heures du matin quand on est arrivé en soins intensifs. Donc en plus, quand on me dit vous allez passer la nuit ici, moi j'ai l'impression que je vais passer 8 heures ici, mais en fait, je vais pas passer beaucoup de temps, vu qu'il Ouais. est déjà 4-5 heures du matin. Donc je regarde mes photos.
Et en fait, j'essaye de, ah ouais, ah, il est 19h30 quand j'ai accouché. Enfin, les premières photos de mes bébés avec moi à 2h du matin. Donc, je me rends compte que déjà, entre 19h30 et 2h du matin, Il y a beaucoup. il s'est passé beaucoup de temps. Donc, ça, ouais, il y a beaucoup. C'est anxiogène. Ça a dû être anxiogène pour tout le monde. Et là, premier réflexe que j'ai, c'est de faire un vocal à ma mère. Ma mère, elle travaillait, elle est infirmière libérale, donc elle travaillait à 5h du matin, enfin, elle était réveillée. Et je lui ai fait un vocal où je pleure, où je lui dis que j'ai eu la peur de ma vie, que, en fait, je redeviens un bébé. Enfin, tu vois, Ouais. l'enfant de ma mère, en fait. Et là, ma mère, elle me répond, bah, pareil, beaucoup d'émotions, en me disant qu'on lui a fait très, très peur, qu'elle va passer dès qu'elle peut, mais que là, elle travaille, donc elle est obligée de travailler. Euh, et donc, là, après, elle me dit, essaie de te reposer. En gros, ça va bien se passer. Maintenant, genre de danger. Voilà. Et en fait, j'arrivais pas à fermer les yeux. J'avais peur de m'endormir et de pas me réveiller. J'avais peur de mourir encore. Voilà. Fermer les yeux, pour moi, c'était synonyme de pas me réveiller et j'y arrivais pas. J'avais en plus très, 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 très mal, vraiment. J'ai jamais ressenti des douleurs aussi vives. Enfin, c'était horrible. Et je m'assoupis un petit peu quand même. Enfin, les médecins infirmiers, enfin, tout le monde passe régulièrement. Vu que j'étais en soins intensifs, j'étais beaucoup surveillée. Et donc, vers, je pense, 8, 8h du matin, 9h du matin, il y a un premier médecin qui passe, qui m'explique un peu tout, qui vont m'enlever au fur et à mesure, voilà, tout ce que les sondes, les choses qui sont inutiles maintenant, et que je pourrais, si je reste ici, on pourra m'amener mes bébés. Et sinon, bah, je pourrais rejoindre mes bébés si les médecins du service qui m'ont opéré sont OK. Donc, pas de souci, j'attends. Bah, moi, je suis toute seule dans la chambre, je peux pas manger, je peux pas boire, enfin, j'ai mal. Et je suis sur mon téléphone en boucle avec mes photos. Et dès qu'il y a une aide-soignante qui vient m'aider, je lui montre la photo de mes bébés parce que je suis trop fière, ils sont trop beaux, mais que je peux pas les voir, donc autant en partager avec les gens. Et il y avait une aide-soignante adorable, super gentille, qui m'a beaucoup pris en charge et qui, à l'heure actuelle, je me rappelle même plus son prénom tellement j'étais dans les vapes, mais qui était trop contente en plus de voir la photo de mes bébés et qui m'a aidé à faire mon premier lever, qui était atroce. On m'a Ouais. demandé de faire ce premier lever-là, j'ai eu des douleurs, mais je marchais, j'étais recroquevillée, je suis allée aux toilettes, c'était horrible, horrible. J'avais trop mal. Je sais même pas comment j'ai fait pour marcher, mais il fallait que je me lève parce que c'était une des conditions aussi pour que je puisse retrouver mes bébés. Eh oui. Donc je l'ai fait. Vers 9h, il y a la gynécologue qui m'a opérée qui est revenue, qui m'a tout réexpliqué avec beaucoup plus de détails. Parce que en plus, ma femme, elle m'avait expliqué avec un petit peu de détails, mais elle avait pas trop les notions, elle comprenait certaines choses, mais elle était pas dans ce domaine-là, donc il y a des choses qu'elle comprenait pas trop ce qu'ils ont fait. Donc la gynécologue m'a tout réexpliqué. Et là, j'ai compris que c'était très grave, parce qu'en fait, les médecins qui étaient dans le bloc avec moi, qui m'ont sauvé la vie, je voyais qu'ils avaient un air, même encore maintenant, quand ils me voient, on voit que ça les a marqués. Ils étaient, ils avaient le regard un peu dans le vide, ils essayaient de comprendre ce qui s'est passé, ils essayaient ouais, d'accuser le coup aussi, de se dire, ouais, je sais pas, je voyais sur leur visage qu'il y avait quelque chose qui s'était passé vraiment. Enfin, c'est pas juste un simple accouchement lambda, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais. Et du coup, elle m'a tout réexpliqué. Après, ma maman, elle est venue. Elle a, on s'est effondrés toutes les deux. On a pleuré, beaucoup pleuré. Mais enfin, ça doit être horrible pour eux. Enfin, ça a dû être horrible. Autant moi, j'ai eu les douleurs, autant c'était physique, autant eux, c'était psychologique, en fait. Ça devait être atroce. J'imagine même pas si j'avais dû être dans cette situation-là, quoi. Et donc après, la gynécologue, donc elle m'a donné son accord, elle, pour que je reparte en maternité. L'anesthésie, c'est pareil. En fait, tout de leur côté, du niveau de l'opération, tout était OK pour que je puisse aller en maternité. Donc, Ok. au fur et à mesure, voilà, ils m'ont enlevé les petits fils, les petits trucs et tout. Et en fait, le médecin du service doit donner son accord aussi.
Donc, en fait, il faut que les médecins qui m'ont opéré donnent leur accord et que les médecins du service aussi donnent leur accord. Moi, mes médecins ils m'avaient donné leur accord, puis il est passé par là et il a dit pas avant 14 heures. Et 2 heures, c'est trop long. C'était trop long pour moi, 2 heures. J'avais déjà pas vu Oui, beaucoup mes enfants. C'est pas l'accouchement rêvé. J'avais mal. Je voulais allaiter. Je voulais faire la tétée d'accueil. J'avais pas pu. Mes enfants, ils étaient en train de boire des biberons. Enfin, c'était pas la joie. Donc, quand ils sont venus, en fait, il y avait ma mère et ma femme. Quand le médecin est venu et qu'il m'a dit 14 heures, j'ai commencé à faire la gueule. Mais faire la gueule, j'étais comme une enfant qui boudait. Mais parce que je voulais retrouver mes enfants. Et ma mère, elle m'a regardé, ma femme, elles m'ont regardé, enfin les deux, elles m'ont regardé, elles m'ont dit, mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est que 2 heures. En gros, maintenant c'est bon, t'inquiète, ça va passer vite. Donc bon, moi j'ai râlé un peu, j'ai boudé. Les médecins, ils se sont succédés à m'enlever tous les trucs que j'avais besoin d'enlever. Et j'ai mangé un petit peu et à 14 heures, la l'aide-soignante, qui du coup m'avait beaucoup pris en charge, a mis un point d'honneur à m'amener dans ma chambre euh, pour voir mes bébés, en vrai. Donc à 14 heures, j'étais à la porte. Ah oui, il faut savoir que comme j'avais le désir d'allaiter, euh, ma femme avait dit à l'équipe de la maternité que je voulais allaiter, et l'équipe de maternité, en gros, avait dit à l'équipe du service que j'étais que je voulais allaiter. Donc, il m'avait fait ramener un tire-lait pour que j'essaye de stimuler, que je tire des ok. choses. Donc, j'ai trouvé ça super cool, malgré les traitements qu'il m'avait donnés, tout ça, je pouvais tirer mon lait. Voilà. Bon. Et donc, du coup, c'est cette fameuse aide-soignante qui me l'avait ramené d'ailleurs. Donc, elle était vraiment très présente. Je pense que ça l'a touché aussi, Oui. mon histoire. Et donc, elle me met sur une chaise à 14 heures. Elle me met sur une chaise. Elle était aussi excitée que moi de m'amener, en fait, à mes enfants. Donc, on traverse tout l'hôpital. Elle m'avait mis un petit drap parce qu'il faisait froid. Et donc là, après, j'arrive en maternité. Et donc, j'ouvre la porte et là, je vois ma femme et je vois deux petits berceaux, enfin, voilà, deux petites nacelles, là. Et là, je m'effondre, je pleure. Hmm. J'étais trop contente de les retrouver, malgré la douleur. Et du coup, je me mets au lit. Enfin, du coup, il faut que je me mette dans le lit. C'est encore des étapes qui ont été difficiles parce que j'avais super mal. Et donc, l'aide-soignante, elle rencontre mes bébés aussi. Elle était trop contente, Hmm. elle était touchée et tout. Bon, après, elle est retournée, voilà. Et on avait dit à nos mamans, donc à mes parents, ma sœur et ma belle-mère, de venir à 14h30. Dès que j'arrivais, de venir, parce qu'on avait besoin de se retrouver en famille. C'est vraiment Oui. important pour nous, la famille, et j'avais besoin que on soit soutenus, j'avais besoin qu'ils les rencontrent aussi. Donc, vers 14h30, j'ai rencontré mes enfants, donc j'ai pris euh, je sais plus si c'est Swan ou Willow en premier, mais bon, voilà, j'ai pleuré, je les ai vraiment rencontrés, j'ai eu un regard avec eux. Voilà, c'était beaucoup d'émotions. Et ma belle-mère est arrivée, elle s'est mise à pleurer aussi. J'ai fait la première tétée à mon fils. Il a pris tout de suite très bien le sein. Euh, voilà, ma fille, après, il y a mes parents et ma soeur qui sont arrivés. Pareil, ils ont rencontré mes enfants, tout le monde s'est mis. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Et, et tout le monde était rassuré. Et en fait, j'avais besoin de rassurer les gens, enfin, rassurer mes parents en leur disant de venir. Parce que enfin, c'est difficile de rassurer des parents à distance. Je sais pas, bien 2 heures où on était vraiment dans un cocon familial avec nos parents, avec ma sœur, avec ma femme, mes enfants, où voilà, c'était c'était top. Du coup, à la suite de ça, j'ai dû être transfusée le mercredi parce que bah, en fait ils avaient pas, enfin j'avais pas assez d'hémoglobine, enfin j'étais trop basse, j'étais complètement à plat. En plus j'allaitais, donc mon allaitement il se mettait en route. Donc la césarienne, l'opération, les douleurs, tout ça faisait que j'étais extrêmement fatiguée. Plus en plus on a appris que j'étais trop basse au niveau du sang quoi, enfin, de l'hémoglobine. Donc j'ai été retransfusée. Bah, après, en fait, très rapidement, on nous a dit, est-ce que vous voulez voir une psychologue? Bah, déjà en salle de réveil, on nous l'avait dit.
Et le lundi, on nous l'a redit, le mardi, on nous l'a redit, et le mardi, on a accepté de voir la psychologue parce que c'était traumatisant pour tout le monde, en fait, ce qui s'était passé Ouais, pour ma bah femme, oui. parce qu'elle était de l'autre côté, et pour moi, d'ailleurs, psychologue super bien, qu'on voit encore, parce que ça peut pas être réglé, en fait. Mm. C'est compliqué. Moi, c'est des moments qui m'ont été enlevés de cette rencontre. Oui, Moi, ce que je dis souvent, c'est que du coup, j'ai pas les premiers moments de bébé, les premiers pleurs. Euh, voilà, je les ai pas eu en peau à peau contre moi tout de suite. Tu vois, ça a été compliqué, même encore maintenant, c'est un peu compliqué de se dire, bah, je vivrai jamais ça, je vivrai jamais euh, les premiers pleurs, les premiers peau à peau, c'est tout des choses qui, en fait, j'avais pensé à tout type de scénario pour l'accouchement par rapport au fait d'avoir une grossesse gémellaire. Et oui. j'avais jamais pensé à ça. Ah, en même temps, je pense Et que du coup, bah, c'est difficilement envisageable d'avoir autant de complications quand même, parce que voilà, c'est quand c'est même ça. beaucoup. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, on est quand même resté, bah, du coup, du moment où j'ai accouché au moment où on est sorti, on est resté 7 jours. On est resté du Ok, dimanche au dimanche. Mais moi, j'étais déjà là depuis le vendredi du déclenchement, en fait. Donc, on est resté du vendredi au dimanche. Enfin, du vendredi au et dimanche oui. d'après à l'hôpital. Parce que, en fait, il y avait les douleurs physiques qui étaient présentes. Et en fait, je me sentais rassurée d'avoir un lit médicalisé parce que moi, il faut savoir que de toute la maternité, j'ai pas changé une seule couche, j'ai pas habillé mes enfants, j'ai pas pu faire tout ça. Je me suis levée une fois pour leur prendre le bain, ça a été très compliqué, mais ça me tenait à cœur. La seule chose que je fais, et ma femme m'avait dit tout le temps, mais tu te rends pas compte de ce que tu as fait, c'est que je les allaitais. Et pour moi, c'était rien parce que c'était naturel, enfin naturel. Et je faisais, en fait, c'était pas un acte que je, c'était pas un acte conscient que je faisais, c'était inconscient, c'est Ouais. naturel, ils boivent le lait. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, pour moi, c'était rien par rapport à elle. Elle les changeait. Elle, enfin, voilà. Et, et ça m'a frustrée de rien faire. Mm. Et ça m'a frustrée aussi que tout le monde me dise, mais reste au lit. Et en même temps, je pouvais rien faire d'autre hein, parce que j'avais trop mal. Et du coup, quand même, plusieurs fois à la maternité, on les a laissés à la pouponnière entre minuit et 6 heures du matin parce que bah Ok. fallait qu'on se repose un peu nous. Et puis il faut dire qu'on a eu des bébés très très cool. Alors je pense qu'ils l'ont senti et du coup c'est ce qui a fait qu'ils ont été très cool. Oui, ils sont adaptés au final. Ouais, franchement, parce qu'ils se levaient toutes les 4 heures. Entre les 4 heures, ils pleuraient pas. Ils tétaient très bien. Euh, Ma fille était au début mieux que son frère, mais du coup, elle a déclenché toute seule et du coup, les deux prenaient. Et en fait, l'avantage d'avoir des jumeaux en allaitement, c'est que quand l'un boit, ça donne des petites gouttes à l'autre. Du coup, il se met à tirer. Et du coup, c'est un cercle vertueux pour eux. Du coup, Ok. quand ils s'endormaient au sein que l'autre commençait à téter, l'autre tétait. En fait, du coup, ils buvaient tout le temps et c'était super cool. Au moins, un truc que j'avais espéré qui marche. Donc, Ouais, ça, parce que c'était du coup, cool. ça a bien réussi à se mettre en place malgré mal les Ouais. doses d'anesthésie que tu as eues et Ouais, l'absence de quelques heures. c'est ça. Et en plus, ils ont eu des biberons, du coup, parce qu'ils ont eu Oui, en de, plus. de 19h30 à 14h30, ils ont eu au moins 3 biberons, 4 biberons chacun. Donc, malgré tout ça, ils ont quand même réussi à être allaités. Donc, ça, c'est une grosse victoire pour moi. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je les allaite encore et je mets vraiment un point d'honneur à ça et j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Ma conservation, la dernière fois, elle m'a dit, je pense que si vous aviez pas allaité, vous serez peut-être en dépression postpartum. Et je lui ai dit, Ouais. clairement, je serai en dépression postpartum. C'est sûr, à 100%. Parce que ça me tient tellement, cet allaitement, il est tellement important pour moi, du coup, que, bah, que voilà, quoi. Ouais, t'as Mais donc, du l'impression coup, d'accomplir ce que t'as pas pu faire dans les premières heures, quoi. ouais, c'est ça. Bah, ça me rattrape quelque chose à marcher, en fait. Quelque chose à Mm. fonctionner et, c'était peut-être pas quelque chose de base qui me tenait plus que ça à cœur, mais en tout cas, maintenant, ça me Mm. tient plus qu'à cœur. Ok. Donc, voilà, après, à la maternité, on les a mis en pouponnière plusieurs fois et après, on est rentré chez nous. Mais en fait, on restait à la maternité pour moi.
pas pour les enfants. Mm. Parce que, donc, c'était une question de physique et psychologique aussi. Moi, j'avais peur de rentrer chez nous et de ne pas être capable de m'en occuper dans le sens où j'ai pas un lit médicalisé, c'est pas adapté. J'avais, quand je les prenais, il fallait qu'ils soient bien positionnés. Je pouvais pas les gérer toute seule dans un premier temps. Donc ouais, c'était chaud. Et en fait, il y a un soir où ma maman elle est venue, et on a beaucoup discuté. Et elle m'a dit, il faut que tu rentres chez toi, tu verras, tu seras mieux, on sera là, tout le monde sera là pour t'aider. Et au final, on s'est un peu, avec ma femme, on s'est dit, allez, on tente, on y va. Ouais. Et si ça se passe pas bien, on fera appel à nos mamans. Enfin, voilà, on avait des gens autour de nous, quoi. Ok. Et ce retour à la maison, du coup, ça a été? Ben, en fait, au niveau des douleurs, j'en ai eu longtemps et j'en ai encore hein, des douleurs, alors beaucoup moins importantes qu'il y a 7 mois, mais j'en ai encore. Hum, mais disons que ma femme, elle a toujours été là, déjà. Mm. Euh, pour l'allaitement, elle a toujours été pour, elle m'a toujours poussée, elle m'a toujours positionné les enfants, positionné le coussin. Vraiment, elle faisait en sorte que je sois bien, avoir à boire, avoir à manger, m'amener mon téléphone, m'amener ci, m'amener ça. Enfin, vraiment, elle me mettait dans de bonnes conditions aussi pour que tout se passe bien. Et en fait, donc, quand on est rentré, au final, la nuit, moi, c'était impossible pour moi de me lever. Donc, en fait, le lit des enfants est de son côté à elle depuis le début. Et du coup, Ok. on a gardé ce système-là, mais du coup, elle les changeait et elle me les donnait. Et moi, en fait, j'avais juste à me mettre en position et à les mettre au sein. Après, je me positionnais bien, je m'endormais au sein avec eux et dès que j'avais fini, en fait, elle les prenait et elle les reposait dans le lit. Et ça a très bien fonctionné. En plus de ça, ils ont toujours été, quand ils étaient petits, les 3 premiers mois, ils étaient toujours coordonnés. Ils avaient les mêmes réveils, ce qui était beaucoup plus Mm. simple pour moi parce que du coup, je leur donnais ça en même temps. Et après, on les couchait et pendant 4 heures, ils pleuraient, enfin, ils dormaient, quoi. Ouais. Alors, je trouve ça génial ce que tu viens de souligner, qu'à quel point ta conjointe était présente, parce que combien de fois on entend quand les mamans allaitent, le coparent, il sert à rien, il peut rien faire. Et là, tu prouves qu'au final, elle était hyper investie, elle pouvait faire plein de choses justement pour que toi, tu aies, entre guillemets, juste à allaiter, ce qui est déjà énorme, parce que quand tu parles de production de lait et compagnie, c'est quand même un travail à plein temps. Et voilà, je trouve ça super, Oui, cette description que tu fais, parce que du coup, pour toutes les mamans qui se disent non mais le coparent il peut rien faire, il se sent exclu, mais en fait pas du tout. Il y a plein de manières et voilà concrètement des manières d'aider la maman à l'étendre quoi, parce que voilà elle t'a beaucoup aidé et c'est génial et c'est ce qui devrait se passer pour tout le monde d'ailleurs. mais pour elle, c'était pas de l'aide. Enfin, comment dire? Pour elle, c'était juste normal, en fait. On a décidé conjointement d'allaiter. Oui, mais C'est des c'est ouais. jumeaux, donc on savait pas si ça allait pouvoir se passer. Donc, il fallait qu'elle soit présente. Et après, Mm. avec tout ce qui s'était passé, forcément, moi, me lever du lit, je mettais 5 minutes. Enfin, c'était bien compliqué. Et puis, elle a toujours été très Ouais. présente, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement ou après l'accouchement. Enfin, en plus, le fait d'être une femme, je pense que c'est aussi différent. Enfin, dans la gestion, c'est pas pareil. Ouais. Donc oui, oui. Mais en fait, moi, peut-être que avant d'être enceinte, je me disais peut-être la même chose que certaines personnes. Ah ouais, allaiter, c'est dommage, machin. Mais quand en fait, effectivement, je vois ce que ma femme elle a fait, puis autour de nous, il y a des gens qui ont allaité aussi, et je voyais le papa faire. Et en fait, non, tu peux être actif dans un allaitement. Même si Mm. t'es le coparent, tu peux être actif. Et c'est ce qui s'est passé autour de moi. Il y en a eu des gens qui ont allaité, et le papa était actif. Et au final, je me suis dit, bah en fait, oui, c'est vrai. Et puis elle avait pas de problème avec ça. Au contraire, elle me disait, c'est ce qu'on peut leur donner de mieux. Alors go, go, toujours. Et même encore maintenant, hein. Elle m'aide, hein. Ouais. Euh, alors maintenant, elle travaille et quand elle est pas en télétravail et que je suis toute seule à la maison, je gère les enfants toutes les deux, je les mets au sein toutes les deux, j'y arrive, j'ai développé des techniques, j'y arrive. Mais quand elle est à la maison, souvent, elle me met un enfant au sein, enfin le deuxième au sein, parce que bah, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, elle aussi, elle participe. Non, mais je trouve ça, ouais, je trouve ça génial de le voir, enfin de l'entendre concrètement que voilà, c'est possible et que c'est évident en fait pour vous et c'est top. Non, non, mais j'allais dire juste,
c'est possible aussi d'allaiter des jumeaux. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de mamans de jumeaux, qui sont enceintes de jumeaux qui ne savent pas. Mais c'est largement possible. Et moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple d'allaiter des jumeaux. Alors, quand effectivement aussi, tu as de l'aide, mais je trouve ça beaucoup plus simple d'allaiter des jumeaux que de donner bio. Oui, oui, c'est vrai, sur plein de choses, ouais. euh, sur plein de choses, en fait, quand on sort, on n'a pas besoin de se dire, ah, on a 12 doses de lait, 2 litres d'eau. Enfin, je veux dire, quand on sort à la journée, on se rend pas compte, mais enfin, voilà. Et puis le nombre de biberons, j'avais prévu hein, des biberons, mais non, et puis il n'y a pas de vaisselle derrière les biberons. Enfin, je veux dire, c'est de l'aliment, c'est hyper pratique. Ils Ouais. ont faim, je leur donne à manger, basta. 5 minutes, hop, on n'en parle plus. Mm. Non, mais ça, c'est sûr que c'est un avantage de l'allaitement, que ce Mm, mm. soit un, deux, trois. C'est vrai que pour le coup, quand tu veux sortir et toi, t'as rien à penser, juste, t'as tout sur toi, en fait, du coup, c'est parfait. Mais oui, c'est ça. Ok, et du coup, je voulais te demander, 7 mois plus tard, donc là, ça fait un petit moment quand même, comment tu te sens physiquement et psychologiquement après, cette grosse étape de l'accouchement? Alors, physiquement, ça commence à aller bien mieux, enfin, dans le sens où ça y est, j'ai fait de la rééducation. 4 premiers mois, c'est là où je me suis rendu compte que ouais, mon corps, Mm. il a pris une bonne claque. J'ai que 29 ans, mais, Ouais, euh, c'est vrai. mais ouais, les 4 premiers mois, c'était intense. D'exporter un bébé, au tout début, d'exporter un bébé 2 minutes debout, c'était l'enfer. Maintenant, ça y est, je commence à être mieux physiquement. C'est toujours des douleurs au ventre, Ouais. mais les médecins m'ont dit que c'était normal, que ça pouvait durer un an et demi. Voilà, il y a rien d'affolant, donc voilà, c'est au niveau du ventre, hein, enfin, au niveau vraiment du ventre. Il faut savoir que la cicatrice, moi, j'ai pas eu d'aggrave, j'ai pas eu de point, donc enfin, elle est super belle. Enfin, vraiment, elle est super jolie, mais elle est très sensible. Donc, Ouais. on se rend pas compte, en fait, avant d'avoir une césarienne, que après, quand on va mettre un pantalon taille basse, ça va nous faire mal. Donc, on met plutôt maintenant des pantalons taille haute. En fait, le moindre truc qui frotte, ça nous fait mal. Donc, les pyjamas qui sont pile poil dessus, ça fait mal. Mais ça va bien mieux. Franchement, au début, j'avais l'impression d'être une loque. Enfin, vraiment. Mais maintenant, ça va mieux. Et psychologiquement, comme je disais tout à l'heure, on est suivi par une psychologue du coup, de l'hôpital qui nous a suivis dès le lendemain de mon accouchement. Et, euh, et en fait, psychologiquement, euh, j'ai toujours ce truc de il me manque ces moments-là. Mm. C'est comme si moi je suis une fanat des photos et des vidéos. C'est comme si Ouais. en fait ce moment-là, enfin, j'avais pas de photos, j'avais pas de vidéos et du coup c'est horrible pour moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et, euh, et ma femme est au courant et la dernière fois Mm. elle me disait, mais est-ce que tu as l'impression est-ce que tu m'en veux d'avoir vécu ces moments-là à ta place? Je dis non, parce qu'au final, mes enfants, ils étaient là où ils devaient être. Enfin, je veux dire, mais il y a ce truc de, j'ai pas rencontré mes enfants quand ils sont nés, j'ai pas Ouais. vu leur premier biberon. Puis même, ça change tellement rapidement les premiers jours que bah, je les ai pas vus quand ils sont sortis de moi. Enfin, donc j'ai un manque de, de ces événements-là, même si enfin, comment dire, on peut pas manquer de quelque chose qu'on n'a pas eu, mais du coup, ça me manque de ne pas avoir vécu ces moments-là par rapport à, en plus, comment je les vois évoluer et tout ça. Mais je pense que à vie, j'aurai ce petit manque-là qui sera toujours là parce que c'est compliqué de se dire, voilà, on n'a pas vécu la Ouais. naissance finalement de ses enfants alors qu'on était là présente. Mais ça va s'atténuer avec le temps. Psychologiquement, ça a été dur au début parce que j'arrivais pas trop à dormir Oui. aussi, de peur de mourir et tout ça. Et du coup, bah, on relativise et maintenant on se dit, bah, on profite de la vie.
Donc, en fait, rapidement, on est parti en voyage avec eux. On est parti 2 semaines en Guadeloupe. Là, on va partir en janvier avec eux. Donc, en fait, moi, c'est bon, en fait. Enfin, j'ai plus envie de me dire, ouais, t'as de l'argent, t'en fais rien, machin et tout. Non, j'ai envie d'en profiter parce que, bah, en fait, ça nous a rappelé à l'ordre, en fait, tout simplement. J'ai failli mourir. C'est une réalité. La vie, elle est courte. Elle peut être. On s'attend. Enfin, c'est rare. On s'attend pas lorsqu'il y a un accouchement à avoir un décès. Donc, en fait, faut relativiser maintenant et profiter de la vie. Et du coup, plein de fois, avec ma femme, on se pose la question et je la regarde et avec un petit sourire, je dis, j'ai failli mourir, on y va. Et elle me regarde, elle me fait, t'as raison. Et en fait, maintenant, c'est plus Ouais. aussi dur qu'avant parce que bah, c'était il y a 7 mois en arrière. Mais, mais il y a, ce truc, il restera toujours de la vie, elle est courte. J'ai failli mourir. Profites-en. Profite de tes enfants. C'est pas ce que tu réserves. Voilà, le manque de ces petits moments-là, il restera toujours aussi. Mais après, je suis pas en dépression et je pense que tout a été mis en œuvre, que ce soit à la maternité ou avec la sage-femme libérale ou avec tous les médecins qui me suivent et qui m'ont suivi ou qui vont me suivre encore. Tout a été mis en place pour que j'ai, j'ai le moins de séquelles, euh, que ce soit physique ou psychologique après. Et même au niveau de notre famille, voilà. Maintenant, je dis pas, ça fait 7 mois et les gens n'ont pas la notion, enfin, les gens, autres que notre famille très proche, n'ont pas la notion de réellement ce qui nous est arrivé. Mais, mais voilà, nos familles, elles sont au courant et elles nous ont beaucoup épaulés aussi. Ouais, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour voilà, avoir livré son témoignage et nous avoir raconté ça avec autant de transparence parce que ouais, c'est hyper important d'en parler. Donc voilà, j'ai pu rester en silencieuse parce que voilà, c'est genre rester presque bouche bée de ce parcours. Mais en tout cas, ouais, félicitations à toi et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Bah, de rien, avec plaisir. Ça fait du bien aussi. C'est pour ça que je voulais le faire. Je pense que c'est une partie je suis suivie par une psychologue, mais je pense que ça fait partie de la psychologie, enfin, de la psychothérapie de se livrer aussi. Ça fait du bien de parler, tout simplement, à des gens qui n'ont pas entendu l'histoire 20 fois et qui peut-être il leur arrivera la même chose ou pas et juste bah voilà ils pourront se dire qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose tout simplement. Je suis pas seule. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça parce que moi je me suis sentie seule aussi un peu alors que j'étais très accompagnée, hein. Mm. Ouais, et ben merci à toi pour ce beau partage. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!